Bon, OK. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui, l'image du corps et l'estime de soi. Maintenant, je voudrais présenter le directeur senior de politique et de programmes publics pour la Fondation canadienne du Rhin pour nous démarrer. Bonjour tout le monde, c'est Craig Lindsay. Comme Sadi l'a dit, je suis gestionnaire senior des programmes et des politiques ici à la branche de l'Ontario de Fondation du Rhin. Alors, bienvenue à l'image du corps et l'estime de soi. Aujourd'hui, nous avons 5 partenaires patients magnifiques qui vont partager leurs pensées, leurs vécus et qui vont fournir un appui et des conseils pour que tout le monde puisse profiter de leurs expériences. Nous sommes très honorés qu'ils aient choisi la Fondation du Rhin pour partager leur cheminement pour des choses comme la perte de cheveux, la perte de poids ou des stries et aussi de parler de ce que c'est que d'être une personne qui a des problèmes avec le rein et d'expliquer votre vécu aux autres. Il y a beaucoup de choses à entendre, beaucoup à apprendre de leur expérience et de leur cheminement du rein personnel. La Fondation du Rhin voudrait remercier nos commanditaires pour cette série de webinaires 2022. GSK Canada, Horizon, Otsuka, Paladin et Takeda. Ce webinaire va réunir des patients et des professionnels de la santé pour avoir un dialogue plus large à propos de comment avoir une image du corps possible grâce au sujet suivant. Bon, des vergetures d'hystérie, des pertes de cheveux, du changement de poids, médication, traitement, accès aux dialyses et comment sortir avec quelqu'un lorsqu'on a une maladie chronique du rein. Avant de commencer, nous voudrions reconnaître que nous sommes sur des territoires autochtones, inspirés par les 94 recommandations faites par la Commission sur la vérité et la réconciliation du Canada. Les reconnaissances territoriales sont une première étape nécessaire pour rendre honneur aux occupants d'origine d'un endroit. Aussi, ils aident les Canadiens à reconnaître et à respecter les croyances des peuples autochtones pour ce qui est du territoire, surtout puisque ces croyances-là ont été restreintes pendant longtemps. J'encourage tout le monde à prendre un instant pour réfléchir sur ce fait et pour le reconnaître. Si vous savez sur lequel territoire vous êtes situé, je vous invite à le reconnaître dans le clavardage. De ma part, je voudrais reconnaître que je suis situé à Toronto, qui est le territoire traditionnel de plusieurs nations, incluant les Mississauga du Crédit, les Anishinaabe, les Haudenosaunee et les peuples Wendat. C'est couvert par le traité 13, les Mississauga du Crédit, et accueille encore plusieurs Premières Nations, Inuits et Métis. Nous respectons les connexions continues avec le passé, le présent et l'avenir dans nos relations avec les Autochtones et les autres peuples partout au pays. L'information présentée dans le webinaire d'aujourd'hui est à jour au 28 juin 2022. Les matériaux partagés dans cette présentation n'ont pas l'intention d'être des conseils médicaux. Vous devriez toujours parler à votre médecin et votre équipe de soins à propos de votre propre situation individuelle. Cette information est pour un auditoire canadien. Nous sommes ravis de présenter nos conférenciers aujourd'hui. Merci tous pour avoir pris le temps pour partager cette information de soutien. Maintenant, je voudrais vous représenter à notre animatrice pour ce webinaire, Sadia de l'Ontario. Sadia? Merci Craig et merci à tout le monde pour vous être joints à nous pour ce sujet très important. Bon, le but d'aujourd'hui pour le webinaire, c'est de continuer à gérer le sujet de façon plus ouverte pour ce qui est de l'image corporelle et ce qui se passe avec nous dans notre cheminement en tant qu'individu qui vivent avec la maladie du rein. Bon, nous débattons en tant que père avec nos corps et c'est un cheminement difficile. Bon, avec les marques corporelles et la perte de cheveux, c'est beaucoup plus facile de gérer la situation et même d'en parler avec vos professionnels de la santé. Et en tant que patiente moi-même, j'ai vécu ceci et je peux comprendre tous les partenaires patients aujourd'hui, bon, pour leur connaissance, leur expérience, leur vécu et leur lutte pour ce qui est de tous ces problèmes. Alors, sans plus tarder, je voudrais vous présenter notre premier conférencier. Charlene est née avec l'insuffisance rénale chronique et toutes sortes d'autres conditions médicales complexes. Elle a eu plusieurs chirurgies, incluant une greffe de rein l'année dernière. Malgré les énormes défis, Charlene maintient une attitude positive
et continue de travailler pour s'épanouir. Alors, merci Charlene pour être avec nous ici aujourd'hui. Bonjour. Ensuite, nous avons Louise. Louise a été diagnostiquée en juin 2020 avec l'insuffisance rénale chronique, c'est codé en anglais. Elle a été frappée par ce diagnostic. Louise a eu des défis avec son poids durant tout son cheminement. Son néphrologiste a décidé de ne pas commencer la dialyse, mais l'a renvoyée à la maison avec quelques feuilles de papier pour un nouveau régime. À ce moment-là de son cheminement, elle avait déjà perdu 35 livres, ce qui lui a donné la possibilité de faire la révision de ses habitudes d'alimentation et l'essayer de mieux manger. Elle a continué à perdre du poids, mais elle a frappé un plateau à une perte de poids de 80 livres. Elle fait des blagues. Elle dit qu'elle pèse moins que lorsqu'elle s'est divorcée en 1991. Louise continue de faire beaucoup d'exercices, de prendre des bonnes décisions lorsqu'elle mange, mais aussi de dire que c'est correct de profiter d'un hamburger et de frites ou même un morceau de chocolat. D'abord que ce soit en modération, bien entendu. Elle se donne la permission de profiter de la vie. Bonjour, merci. Ensuite, nous avons Mason, un professeur de mathématiques, école secondaire. Il a eu de l'adversité durant toute sa vie adulte, en commençant à 18 ans avec la cécité. Ensuite, il a été diagnostiqué avec une défaillance rénale en mars 2020. Et en plus, avec les fermetures de la COVID et l'isolation. On le félicite souvent pour sa résilience et son attitude positive. Bonjour, Mason. Ensuite, il y a Salvatore. Il a commencé son cheminement lorsqu'il avait 14 ans avec l'hémodialyse. Il a reçu sa première greffe de rein en 1984 et ça tout a bien été pendant 36 ans. Salvatore a été un patient de dialyse à la maison pour les 3 dernières années et attend en ce moment sa deuxième greffe de rein. On espère bientôt. Bonjour, Salvatore. Merci. Bonjour tout le monde. Et la dernière, mais non la moindre, nous avons Wendy. Wendy vit avec la maladie du rein et le lupus. Elle a été diagnostiquée en 2009 lorsqu'elle avait 26 ans. En tant que jeune adulte, apprendre qu'elle avait une maladie du rein a été difficile pour elle au début, comme cela serait pour n'importe qui. Ne connaissant pas beaucoup à propos des maladies du rein, les premières pensées de Wendy ont été est-ce que je vais mourir? Elle a fait sa recherche et ultimement, elle s'est mieux sentie à propos de ce qu'elle a découvert. Plusieurs individus peuvent vivre des années avec la maladie du rein. 3 semaines plus tard, elle lui a dit qu'à cause de sa maladie du rein, elle avait ensuite attrapé le lupus. Alors, Wendy, lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle commençait son cheminement pour le centre de ses jours, Wendy vit actuellement avec une greffe. Merci, Wendy. Merci. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec notre petite jasette autour du poêle à bois et j'ai quelques questions que nous allons offrir à nos panélistes et on va y aller à la bonne franquette. Alors, nous avons des panélistes fantastiques aujourd'hui et plongeons dans la substantifique moelle du sujet. La première question, c'est pour Charlene ou n'importe qui d'autre. Comment est-ce que vous débrouillez avec le transport des items médicaux visibles comme le sac d'urine, le dispositif pour la pression sanguine pour les tests médicaux pendant que vous allez à l'école? Eh bien, je pense qu'au début, comme pour tout changement dans le cheminement du rein, ça prend du temps pour accepter et de se rendre compte l'impact que cela a sur comment je me percevais moi-même, surtout avec le sac d'urine. Bon, à l'école, je me suis toujours conscient de comment je m'apparais envers les pairs et comment j'agis. Combien de fois je vais à la salle de bain par jour? Où est-ce qu'ils peuvent voir le sac d'urine? Est-ce qu'ils vont penser des choses à propos de moi s'ils le voient? Et ce qui m'a vraiment aidé à me débrouiller, c'est bon, l'appui de ma famille dans tout ceci, leur empathie. C'est un temps difficile et que surtout, bon, je donne l'exemple. Bon, par exemple, ma mère, elle a eu beaucoup de sympathie, de compassion. Elle a toujours pris le temps pour vraiment me donner de l'espace pour que je puisse lui parler de mes frustrations et aussi m'aider à passer au travers, comme par exemple, bon, elle choisissait mes vêtements, voilà, avant d'aller à l'école. Et ça semble tout petit, mais pour moi, c'est un petit geste qui m'aidait à me sentir plus à l'aise avec moi-même. Ça me donnait la confiance d'aller à l'école, bon, mettons, avec un sac d'urine ou certains jours peut-être un dispositif pour la pression sanguine et de me sentir bien. C'est pas si pire que ça. Et je peux passer au travers de ma journée. Merveilleux. Oui, vas-y. Moi, j'ai pas eu la même chose parce que, bon, à l'école, j'ai pas eu besoin d'avoir une défaillance cardiaque avant d'avoir fini l'école secondaire. Et je ne sais pas si les autres participants ou les gens qui écoutent. En tout cas, moi, j'avais jamais entendu parler de sac d'urine. Alors, vous devez faire un très bon travail pour le cacher parce que moi, j'ai jamais vu de patients avec des sacs d'urine. Alors, je ne pense pas que ça paraît. C'est peut-être, bon, des choses qui nous préoccupent beaucoup parce qu'on s'inquiète de notre image corporelle, mais moi, j'étais bien conscient de dispositifs pour la pression sanguine. Moi, j'ai comme le petit dispositif à la maison et je le garde dans mon salon. Et lorsqu'un ami venait me voir, il me dit, c'est quoi ça?
Moi, je voulais pas que les gens le voient. Mais maintenant, après 2 ans, je me suis habitué. Et bon, ça fait partie de mon salon, et c'est là. Et tout comme vous avez une télévision ou des haut-parleurs. Moi, j'ai juste un dispositif pour la pression sanguine. Alors, parfois, les amis viennent, ils veulent le voir. Hey, c'est quoi ça? Est-ce que je peux m'en servir? J'ai jamais vu ça. Et Charlene, toi, est-ce que tes amis te posaient des questions à propos de ton dispositif de pression sanguine ou qu'est-ce qu'ils pensaient de cela? C'était comme une période de temps où c'était un test de plusieurs jours pour voir comment ça allait durant ce temps-là ou si j'avais besoin du sac d'urine pour le restant de ma vie. Et pour ce qui est de mes amis, plusieurs n'ont pas remarqué, ce qui est assez surprenant. Et s'ils l'ont remarqué, ils ont été très gentils et parfois, bon, ils me disaient, est-ce que tu es correct? As-tu besoin d'aide? Ou s'ils étaient curieux, ils vont peut-être poser, ah, c'est quoi ça? Mais ils étaient toujours très gentils et ils étaient là pour m'offrir leur aide. Et ça, c'était une très bonne façon de m'appuyer, oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Charlene. Moi, en 2014, j'étais à l'école et, bon, j'ai eu une rémission. Alors, l'école où j'allais, ils avaient, bon, un bureau pour les premiers soins. Alors, lorsque j'étais sur le PD, je devais le faire durant la journée. Alors, ce que je devais faire, bon, la dialyse péritonéale, je devais aller voir l'infirmière de l'école et lui expliquer c'était quoi ma maladie. Et bon, qu'il fallait que je fasse le PD, la dialyse péritonéale. À tous les jours, le midi, je devais transporter mon sac de PD, de dialyse péritonéale, mettre ça dans mon casier, amener ça dans la salle de l'infirmière et ensuite faire ma dialyse pendant 20 minutes et ensuite aller manger avec mes amis et ensuite retourner à l'école. Alors, éventuellement, j'ai fini par dire à mon ami à l'école pour que eux n'aient pas besoin de se poser la question, eh ben, où est Wendy pendant 20 minutes? Alors, éventuellement, je me suis rendu compte que de dire à mes amis, leur dire qu'est-ce qui se passait dans ma vie, ça m'a aidé parce que eux, ils m'ont bien appuyé et ils s'assuraient toujours que, bon, si je faisais ma dialyse après le repas, bon, ils me disaient toujours, ah, Wendy, n'oublie pas ta dialyse, on veut pas que tu sois malade ou quelque chose comme ça. Alors, ils m'aidaient même à respecter mes traitements. Alors, oui, je comprends ce que tu passes au travers. Et est-ce qu'ils pourraient aller se joindre à vous pendant que vous faisiez votre dialyse? Bon, je ne sais pas comment ça marche, la dialyse péritonéale, la PD, mais est-ce que c'est possible pour vous? Est-ce qu'ils peuvent venir vous voir? Eh bien, non. Ils auraient peut-être pu, mais c'était quelque chose que je devais faire seul. Je voulais pas qu'ils soient là. Et en plus, il fallait toujours s'assurer qu'on soit dans un endroit sans microbes. Alors, d'avoir d'autres gens autour de nous, ça n'aurait pas été très bon pour être bien désinfecté parce qu'ils auraient peut-être toussé ou m'ont fait quelque chose pour contaminer l'endroit où j'étais. Mais même pour la dialyse, vos amis peuvent être là. Bon, et pour revenir à ce que Charlene a dit, d'avoir quelqu'un comme sa mère ou d'autres soignants ou bon, le réseau de soutien, ça, c'est beaucoup plus facile parce que vous savez que ces gens-là sont là pour vous appuyer, pour vous épauler et vous vous sentez plus à l'aise pour ce qui est du cheminement du rein. Alors, c'est bien d'avoir partagé cela, Charlene. Quelqu'un d'autre voulait-il rajouter quelque chose à propos de comment ils sont débrouillés avec les problèmes de transporter les items médicaux? Bon, moi, je sais qu'à un moment donné, j'avais, bon, le dispositif pour la pression sanguine, je devais le cacher. Bon, à ce moment-là, c'était gros, une grosse bébelle. Et il fallait le mettre sur son épaule et le cacher comme ça avec un veston. Ah, j'ai dû faire quelque chose. J'ai dû faire ça plusieurs fois à l'école. Et il y a des gens qui m'ont regardé de travers, des gens qui m'ont posé des questions. C'est quoi la grosse bibule que tu as dans tout son veston? Mais pour moi, c'était juste de m'éduquer moi-même et d'éduquer les gens autour de moi pour qu'ils sachent que c'était quelque chose qui était normal dans ma vie pour ce qui est de mon cheminement du rein. Et c'était pas que je reste en santé et pour s'assurer que les choses allaient bien pour moi. Alors, une autre chose sur laquelle je vais faire un commentaire, que jusqu'à maintenant, dans toutes les histoires qu'on a racontées, et c'est quelque chose qui a vraiment un impact sur tout le monde, lorsqu'ils ont une insuffisance rénale, c'est le réseau de soutien, le réseau de soutien. Malheureusement, moi, j'ai été frappé par la COVID exactement en mars 2020, tout quand tout s'est fermé. Et plusieurs de mes amis ont disparu. Bon, personne n'était pas là pour m'aider et je vis seul. Alors, je suis devenu un peu paranoïaque. Bon, je vivais en dessous d'une roche, si on peut dire. Je pouvais passer 3 mois sans voir quelqu'un. Alors, j'ai pas eu ce réseau de soutien pendant 2 ans. Alors, ça a été une énorme différence de finalement pouvoir avoir un réseau de soutien ici avec la Fondation du Rhin, de même que des groupes en ligne, des choses comme ça. Alors, juste d'avoir des gens à qui parler, d'avoir des gens
à qui on puisse raconter notre propre histoire ou d'entendre leur histoire, pas qu'on se sente seul, qu'on puisse raconter ce qui se passe dans notre vie et que d'autres gens puissent, il y a même des gens qui ont des situations pires que vous et qui restent positifs malgré tout, alors, ou des gens qui peuvent être là pour répondre à vos questions. Souvent, les médecins et les infirmières ne vous disent pas toujours, bon, la vraie vie, qu'est-ce qui va se passer? Ils vous disent juste les choses médicales, si on peut dire. Alors, je veux juste dire que c'est important d'avoir le côté social et émotif aussi, qui vient pas seulement d'un travailleur social, où, bon, ils disent toujours oui, 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 comment ça va, et blabla, mais de vraiment d'avoir une vraie conversation à propos de ces sujets. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Mason. Bon, moi aussi, j'ai été diagnostiqué au début de la COVID, et c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais été voir mon médecin. Bon, lorsque je suis devenu malade, parce que, bon, après tout, il y avait des gens malades au bureau du médecin et moi, je n'étais pas malade. C'est juste que je me sentais pas bien. Et j'ai abouti à l'hôpital. Et bon, tout à coup, c'était encore plus sérieux que je pensais. Mais bon, j'ai contacté la Fondation du Rhin, j'ai trouvé un groupe de soutien des pairs, j'ai parlé avec un paquet de gens là. Et bon, j'ai tout eu l'amour et l'appui dont j'avais besoin de toutes ces autres personnes, bon, qui ont passé au travers des mêmes défis. Alors oui, tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord. Les groupes de soutien par les pairs sont merveilleux, fantastiques. Oui, ils sont vraiment. Lorsque moi, je passais au travers de la clinique à l'hôpital, je ne connaissais personne. Alors lorsque je sortais, bon, je pense que c'était un mois à un moment donné, et je voyais juste des gens vieux, et ils me regardaient toujours. Ah, toi, tu es tellement jeune, et tu as une maladie du rein. Et moi, à un moment donné, je me disais, c'est juste j'étais la seule jeune et je me sentais comme entouré de tous ces gens âgés et je me disais, est-ce que je suis la seule personne jeune avec la maladie du rein? Alors, j'ai parlé à mon infirmière et où sont les jeunes? Je peux pas être la seule jeune avec cette maladie du rein. Elle a dit, ah non, ils sont dans une autre clinique. Alors là, je me suis toujours dit, mais pourquoi est-ce qu'ils m'ont pas envoyé dans l'autre clinique? Bien sûr, je peux avoir beaucoup d'informations de ces gens-là, mais je pensais toujours que j'étais seul en tant que jeune, mais apparemment, je n'étais pas seul. Oui. Et ça a été bien de trouver bon, la Fondation du Rein, parce que les infirmières, les médecins, comme vous l'avez dit, Mason, ils n'en disent pas beaucoup. Ils vous parlent seulement du côté médical. Alors, lorsque j'ai trouvé la Fondation du Rein, j'étais très reconnaissante de voir qu'il y avait plus de jeunes qui avaient la même maladie que moi. Et j'ai même rencontré des gens avec le lupus et ça m'a rapproché de la communauté. Merveilleux. Bon, je suis bien heureuse de toujours entendre des bonnes choses à propos de la Fondation du Rhin. Bon, on va continuer à la deuxième question. Charlene, comment est-ce que tu as géré la perte de cheveux au quotidien? C'est une montagne russe émotive et c'est pas tout à fait compris encore pourquoi les gens perdent leurs cheveux et comment cela a-t-il rapport avec notre cheminement pour le rein? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Eh, bon, être né avec l'insuffisance rénale chronique, bon, on m'avait dit qu'à l'avenir, tes reins vont défaillir, il y aura des options de traitement. Mais la perte de cheveux, ça a été quelque chose de tout à fait soudain. Je ne m'attendais pas à ça. Et lorsque mes cheveux ont commencé à tomber, je ne savais pas que c'était à cause de la maladie du rein et que ça avait rapport à cela. Mais lorsque ça a tombé pour la première fois, j'ai paniqué. Je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est très épeurant de voir ses propres cheveux tomber comme un gros morceau comme ça. Et c'est, bon, quelque chose de pénible. C'est un processus où il faut accepter, bon, OK, ceci se passe pour moi. Et c'est comme un autre choix qui vous est enlevé. Comme je peux couper mes cheveux courts, je peux les teindre, mais en ce moment, je le perds et ce n'est pas moi qui le contrôle. Alors que j'ai perdu mes cheveux, ça a pris beaucoup de temps pour que je réfléchisse, bon, pour que je fasse un deuil, que j'accepte mes émotions, et en parlant aux gens, vraiment, de parler à mes amis, en parlant à mes parents, surtout ma mère, à propos de ce que je vivais avec ma perte de cheveux. Et une autre chose avec ma perte de cheveux, c'est j'essayais de garder une réaction positive, mais c'était difficile. C'est difficile de voir le côté positif des choses. Mais ce qui est ressorti avec l'idée de perdre mes cheveux, c'est que, je n'aurai jamais une autre occasion d'avoir une tête rasée, un crâne rasé qui a l'air très à la mode, comme certains mannequins de la mode. Et aussi,
C'est un processus rafraîchissant de, bon, faire pousser ses cheveux de la boule à zéro à long en une autre fois. Et lorsqu'on pense à la perte de cheveux, on pense toujours à, bon, l'image corporelle. Et cela me fait penser que je me vois comme étant différente des autres parce que partout ce qu'on voit, partout ce qu'on regarde, les gens ont des cheveux. Et pour moi, c'était comme, oups, pas de cheveux. Alors, juste de cette sensation de se démarquer de la foule, parfois ça peut causer de l'anxiété et cela peut vraiment avoir un impact sur mon image de moi-même. Mais j'ai essayé de transformer ça en occasion. Bon, si j'avais l'attention des gens sur moi, eh bien, je devrais transformer ça en quelque chose de positif. Alors, j'ai regardé dans mon garde-robe grâce à mes parents, là, à leur appui financier de mes parents, là, j'ai vraiment changé mon garde-robe. J'ai porté des choses très à la mode pour être bon. OK, si les gens regardent mes cheveux, eh bien, ils devraient regarder le reste de mon corps. Et cette fille-là n'a pas de cheveux, mais waouh, elle a un super accoutrement. OK, merci pour être si vulnérable dans ce partage. Toute cette honnêteté, félicitations à toi et aussi pour avoir pris le contrôle, comme tu l'as dit, et de se donner la possibilité de changer le narratif. Bon, plutôt que de parler du show, vous dites parler de mes vêtements. Alors, félicitations, c'est vraiment merveilleux. Oui, c'est excellent. Bon, heureusement, moi, j'ai pas perdu mes cheveux autant que toi, là, mais j'ai remarqué que lorsque je me brossais les cheveux, il y avait beaucoup plus de cheveux dans la brosse à cheveux que d'habitude. Et malheureusement, c'était pas les gris. J'aurais bien ça que les gris tombent, là, mais malheureusement. Et lorsque j'ai parlé au néphrologue à propos de ça, j'ai dit, est-ce que tu as oublié de me dire quelque chose à propos de mes cheveux? Puis il m'a dit, oh, est-ce que je ne l'ai pas mentionné? Ouais, tu as comme oublié de le mentionner, là. Mais c'était comme, OK, bon, je perds des cheveux et rien d'aussi dramatique que toi. Et oui, félicitations à toi d'avoir mis ça à la boule à zéro et allons-y audacieusement et s'approprier de cette perte de cheveux, si on peut dire. Oui, Charlene, merci pour avoir partagé cette histoire horrible. Moi, ma question survient, mais ça n'a pas rapport avec la perte de cheveux, ça a rapport avec quelque chose qui est très visible sur ma peau lorsque ma question arrive, mais c'est pourquoi l'appui par les pairs, c'est tellement important. C'est d'entendre des histoires comme la tienne et vous avez transformé ce défi pour que ça soit quelque chose de positif. Alors, ceci me réchauffe le cœur. Bon, et une fois de plus, l'appui des pairs, c'est ultimement tellement important pour les gens qui ont les maladies du rein. Alors, j'apprécie bien cela. Oui, Charlene. Vas-y, vas-y. Charlene, je sais qu'on a déjà parlé de la perte de cheveux, mais moi, j'ai perdu mes cheveux aussi. C'était pas autant que toi, là, mais il a fallu que tu rases tout, mais j'ai perdu beaucoup de cheveux. J'ai eu une grosse perte de cheveux à ce moment-là, en 2013, et j'ai remarqué que mes cheveux, ça m'insistait, j'avais de moins en moins de cheveux. J'ai montré ça à ma coiffeuse et elle savait que j'avais un diagnostic. Alors, elle a dit, ah, on va tout couper. Alors, l'année suivante, j'étais à l'école et toute la classe m'a regardé et il se disait, qu'est-ce qui s'est passé avec tes cheveux? Parce que, bon, un jour, vous avez des longs cheveux et le jour du suivant, vous avez presque rien. Et ils se sont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, j'ai dit, ah, j'ai décidé de couper mes cheveux. OK, c'est bien beau. Et bon, comme Charlene a dit, il faut s'approprier de cela. Et c'est ce que j'ai fait. Et je dis toujours que c'est juste des cheveux, ça va repousser. Et si ça ne repousse pas, bon, tant pis. On va tout simplement devoir être belle avec la crâne rasé. Bon, vas-y, Mason. J'étais pour dire jusqu'à quel point, bon, manifestement, c'est beaucoup plus important pour vous en tant que femme, moi je présume, pour la perte de cheveux, comparativement aux hommes. Plusieurs des hommes perdent déjà leurs cheveux avec la calvitie mâle. Alors, passer au travers du cheminement, je dirais, moi je ne savais même pas que je perdrais mes cheveux. Bon, comme Louise le disait, les médecins ne vous disent pas ça. Ils vous parlent des enflements, des jambes, des choses comme ça, mais ils ne parlent pas de perte de cheveux. Et moi, j'ai commencé à perdre mes cheveux aussi, mais heureusement, ça a commencé à repousser un peu, mais bon, ici le morceau, peut-être que vous le voyez un peu, là, c'est très mince. Alors, éventuellement, un jour, je l'ai mentionné dans ma conversation avec le médecin et il m'a dit, est-ce que vous avez... Et moi, j'ai mentionné la perte de cheveux, il a dit, ah ouais, on va racheter la vitamine D. Alors, heureusement, je l'ai mentionné à un médecin. Alors, je pense que c'était quelque chose qu'il valait la peine de mentionner. Même si vous pensez qu'il n'y a rien à faire ou que c'est pas important ou que ça n'a pas rapport avec votre maladie lorsque vous commencez à perdre vos cheveux, peut-être que c'est un symptôme de quelque chose d'autre et le médecin va peut-être pouvoir prescrire, par exemple, la vitamine D ou quelque chose comme ça
pour vous aider. Puis on va commencer la vitamine D. Ça m'aider à repousser un peu les cheveux. Alors, soyez franc avec votre médecin pour ce qui est des symptômes que vous vivez. Et sachez que c'est pas seulement quelque chose qui a rapport avec le fait que vous êtes un mâle qui a la calvitie. Bon, tout le monde peut avoir des problèmes avec la perte de cheveux, n'importe quand. Et un traitement qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Alors, pour rebondir sur les propos de Charlene concernant la perte des cheveux, lorsque j'ai eu mes transplantations, j'ai vu beaucoup de cheveux. Alors, justement, il y avait tout le contraire. J'ai eu de ces gains de cheveux, surtout sur le visage. Et c'est assez stressant lorsque vous êtes ado, mais lorsque j'ai perdu ma transplantation, j'avais justement des, des parties qui n'avaient pas de cheveux. Alors, c'était très difficile émotionnellement de passer à travers cela. Alors, lorsque vous vous présentez en public, n'importe quel âge que vous avez, c'est toujours un point de préoccupation. Alors, comment se placer les cheveux, etc. Alors, c'est un incident, justement, parce que c'est un symptôme qui n'est pas vraiment abordé. Mais c'est important d'être transparent et honnête avec son équipe médicale, de parler avec d'autres patients. J'ai parlé avec beaucoup de patients qui avaient subi une perte de cheveux et tel que mentionné par Charlene, vraiment de stabilité, de reprendre ce contrôle. C'est pour ça que je teins mes cheveux parce que je suis en train de perdre de cheveux un petit peu, mais je veux m'amuser avant que ça tombe tout. Alors, c'est important d'être honnête et transparente avec soi-même. Ça nous aide justement à passer. Euh, alors, merci beaucoup encore d'avoir être présent toujours et d'avoir partagé vos sentiments concernant la perte de cheveux. Vous avez des beaux commentaires dans la boîte de clavardage. Alors, merci beaucoup. Alors, maintenant, on va passer à notre prochaine question qui est pour Louise et pour tout le monde aussi. Alors, comment le fait d'être patientant du anniversaire a-t-il affecté votre façon de voir la vie en étant plus attentif au régime alimentaire, à l'exercice physique et la consommation d'eau, entre autres? Alors, une des choses que les médecins ont fait pour moi, il a limité ma consommation de liquide jusqu'à 1500 millilitres parce qu'un des enjeux auxquels je faisais face, c'était que je buvais trop d'eau. Je consommais beaucoup trop d'eau. Alors, je buvais 2 tasses de thé en matinée, boire plusieurs bouteilles d'eau pendant la journée. Alors, je buvais, disons, 3 à 4 litres de liquide par jour. Alors, tout d'un coup, d'être limité, c'était très difficile pour moi. C'était un défi. Et tel que mentionné, ça, c'est le médecin avec moi parce que d'autres individus vont dire, vont s'assurer qu'ils vont boire assez d'eau pour qu'ils, justement, qu'ils peuvent nettoyer les reins. Alors, aller faire mes épiceries à changer. Alors, oui, non, je regarde maintenant les étiquettes, je les étudie et malheureusement, on peut faire des erreurs lorsqu'on regarde les étiquettes. Peut-être on ne les lit pas correctement. Je dois vous avouer, j'étais à l'épicerie aujourd'hui, je voulais manger quelque chose de spécial. J'étais allée manger des salades, alors j'ai acheté des scones, puis moi, j'ai lu seulement 7 de sodium, fantastique. Alors, me suis rendue chez moi et j'en ai mangé, c'était fantastique. Puis j'en ai mangé un deuxième. Oh mon Dieu, c'était tellement bon dans ma bouche. Alors, j'ai mangé mon souper, puis je vais manger un autre scone pour le dessert. Ah, mais c'est super salé. Et puis après, j'ai relu l'étiquette, puis je me suis rendu compte que c'était 27 pour chacune de ces scones et pop. Et alors, c'était pas 7. Alors, on rentre dans un moment de panique à ce moment-là, parce qu'avant ce moment-là, le médecin m'avait dit, par exemple, si je mange des chips, il faut boire beaucoup d'eau pour nettoyer les reins, parce qu'il ne faut pas faire cela parce qu'on ne veut pas qu'ils travaillent davantage. Alors, j'étais dans un mode de panique parce que je m'apprêtais à téléphoner le médecin, puis je me suis dit, OK, prendre un petit peu de recul, je vais laisser les reins travailler, de se défaire de toutes les scones et de jeter la poubelle, l'autre scone pour ne pas le manger. Et j'ai noté cela comme question. Alors, qu'est-ce que je fais lorsque je fais quelque chose de ce genre de bêtises, lorsque je parle à mon nephrologue? Alors, j'ai gardé un journal avec une liste de toutes les questions que je voulais lui poser. Et lorsque je lui ai parlé,
Et qu'est-ce que vous essayez? Il m'a demandé quelle était la leçon que j'avais tirée. Moi, je lui ai répondu, j'ai appris à lire les étiquettes davantage. Si vous avez besoin d'acheter une lupe, n'hésitez pas à en acheter une parce que ça va vous aider. Mais maintenant que je suis consciente, maintenant que je suis plus consciente de ce que je mange et de l'exercice, oui, exactement. Mason, il faut faire un suivi de tout. Et je suis le genre de personne, j'ai besoin de faire un suivi de tout, qu'est-ce que je mange, de tous les aliments, parce que sinon, je vais reprendre le poids. Et c'est une blague maintenant que je pèse moins de qu'est-ce que je faisais lorsque je me divorçais. Alors, ça peut, je vous dis, c'est indicateur du poids que j'ai pris suite à mon divorce. Mais c'est fort fascinant lorsque j'ai étudié différentes parties de ma vie. Parce que, par exemple, lorsque maintenant je sors à manger à un resto, je regarde le menu, mais je ne regarde pas le menu comme une chose absolue. C'est juste une proposition de qu'est-ce qui est disponible. Alors, par exemple, si je veux changer quelque chose, je, je demande. Alors, peut-être je ne peux pas manger justement des, euh, des cornichons, je vais prendre quelque chose d'autre. Alors, par exemple, au lieu de manger une pomme de terre au four, je mange des légumes. Alors, c'est juste à ça changer la façon que j'envisage la nourriture. Parce qu'avant, je regardais le menu, puis je choisissais qu'est-ce que j'aimais et c'est ça qu'on allait manger dans ce moment. Mais maintenant, là, je prends un petit peu de recul. Ça, c'est juste des propositions. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux l'adapter pour que ça réponde à mes besoins? Alors, ça, c'était les éléments les plus importants. C'est justement de sortir à davantage, marcher plus, de faire attention à ce que je mangeais, de parler avec mes amis, d'expliquer pourquoi je ne sors pas manger de la pizza tous les soirs. Alors, lorsque j'ai l'opportunité de commander une pizza à la maison, j'ai commandé la petite pizza. J'ai bien profité de cela, mais après, le jour après, je me dis, oh mon Dieu, que c'était assez. C'était très, très c'était gras. Alors, j'espère que vous avez tous vécu le même genre de situation. Alors, lorsqu'on mange quelque chose que ça fait longtemps qu'on ne le mange pas, puis là, on a hâte à manger ça, puis après, on se rend compte que... Alors, merci beaucoup, Louise, d'avoir partagé cela pour moi. Alors, avoir un greffe pendant 36 ans, j'avais pas besoin de faire un suivi de ma alimentation. Je pouvais manger ce que je voulais. Je buvais comme qu'est-ce que je voulais. Et lorsque justement que j'ai mon rein échoué, il fallait que je fasse une dialyse, ça fait tout un changement d'un jour à l'autre. Alors, je passais de boire du 3 à 5 litres d'eau par jour, à même pas 1000 millilitres par jour. Alors, il faut juste trouver une manière donc de faire face à cela pour vous aider à maintenir sa santé. Il faut prendre différents choix. Et je vous comprends complètement lorsque vous parlez de la consommation des fluides. Et je crois que c'est super d'entendre ces deux perspectives après et avant un greffe. C'est suite à 2 ans maintenant. Personne m'a vraiment parlé de la vie suite à un greffe. Alors, ça se peut qu'il y ait des individus qui sont en train de se poser les mêmes questions. Est-ce que je vais vraiment avoir un retour à la normalité ou comment ça va se passer suite à un greffe? Alors, où j'ai vécu ces mêmes enjeux en matière d'alimentation, entre autres, mais j'ai pas eu, j'ai pas été assujettie à des impositions, aux limitations de liquide. Alors, il y a des individus qui continuent à aller à la toilette, même s'ils sont sur dialyse, parce qu'ils n'ont pas besoin de réduire la consommation de liquide. Alors, merci. Alors, je suis chanceux que justement, je me centrée sur ce point-là. Mais un autre point que je voulais mentionner, c'est vraiment bizarre pour les individus qui sont atteints d'une IRC dont d'autres maladies. Alors, par exemple, si vous avez des allergies aux peanuts ou vous êtes intolérant à la lactose, entre autres, alors si vous consommez une alimentation que vous ne devrez pas consommer, votre corps va vous envoyer un signal puis vous le ressentez immédiatement. Mais pour ceux qui sont atteints
une insuffisance rénale. Alors, par exemple, si je consomme du sodium, il n'y a pas de signaux, j'ai pas il y a rien qui me passe. Alors, il n'y a pas des chiffres qui m'ont indiqué tout ça que votre potassium a des niveaux extraordinaires. Alors, mais j'avais pas eu des signaux que j'étais en train de me tromper à part du dépistage de la sanguin. Alors, c'est différent des autres restrictions alimentaires. Et lorsque je me suis rendu compte que mon corps n'allait pas m'indiquer cela, maintenant, je suis un peu, c'est vraiment, je suis un peu paranoïaque parce que j'ai perdu 50 livres. J'ai presque retourné au poids que j'avais à 18 ans. Ça c'est le côté positif. Mais, parce qu'on était on était en isolement, personne n'a été capable de voir cette perte de poids, mais c'était une bonne chose. Et il faut se centrer sur les bonnes parties. Et là, pour revenir sur votre propos, mais moi, je suis le contraire. Alors, justement, moi, je le ressens. C'est lorsque je vois il y a une hausse de potassium parce en patient à long terme, je connais mon corps et je ressens les effets. Même avec la perte ou le gain de poids, pour notre type de communauté, des fois, le gain de poids, c'est une bonne chose, puis la perte de poids, c'est quelque chose de néfaste. Alors ça fait partie de notre cheminement. Ça dépend du parcours. Alors, c'est important de partager cela avec les individus lorsque les gens me disent, ah, vous avez perdu du poids, vous avez une belle allure. Puis, ils me disent non, parce que c'est justement quelque chose de négatif pour nous. Mais puis cela, ça a une incidence sur vous dans votre cas, mais c'est à l'échelle personnelle, sociale, entre autres. Alors, c'est important de pouvoir en parler avec les individus autour de nous. Oui, non, Louise, ça va dire oui, non, je comprends complètement, ça dit alors, j'étais toujours maigre toute ma vie et lorsque j'ai reçu la transplantation, j'étais le plus lourd de ma vie. Alors, ça, par exemple, j'avais pris du poids autour de la ceinture, sur les hanches, mais lorsque j'étais sous dialyse, j'ai perdu tellement de poids parce que j'étais parionnage, je ne pouvais pas manger ceci, je ne pouvais pas manger cela. Et ma alimentation a changé complètement. Alors, c'était très difficile pour moi. Alors, je crois que c'était le plus difficile justement de se présenter à des rassemblements avec des amis, voir toutes ces nourritures que je ne pouvais pas manger et sortir avec mes amis. Ah non, je ne peux pas manger ces frites. Alors, ça, c'était super difficile pour moi, mais avec le temps, et je suis super chanceuse, j'ai un mari qui est un super chef, puis il a intégré mon alimentation, à sa manière de cuisiner. Alors, je peux manger différentes choses. Alors, c'est un mode de vie. Il faut trouver les ajustements nécessaires. Et c'est très important d'être en bonne santé pour mon prochain greffe. Alors, ça, c'est mon objectif. Et avoir d'autres complications de santé, par exemple, le lupus, entre autres. Alors, par exemple, l'alimentation peut être contradictoire, alors ça rend ça un petit peu difficile. Alors, une belle ressource qu'on a justement, c'est le Kidney Community Kitchen, c'est la cuisine communautaire de reins. Alors, différentes recettes, etc., pour vous aider. Et c'est juste une question de voir comment vous pouvez intégrer cela dans votre mode de vie, parler à votre un nutritionniste ou des diététiciens pour vous aider à trouver les solutions. Alors, c'est juste une question de pouvoir trouver les ressources nécessaires. Louis, je sais que vous voulez rebondir sur ces propos. Pour rebondir sur vos propos concernant la perte et le gain de poids, alors il y a quelqu'un qui est déjà assez mince, alors ils ne peuvent pas perdre du poids, alors parce qu'on regarde à quelqu'un d'autre. Alors, Charline, par exemple, ce serait quelque chose de fort néfaste si elle perdait plus de poids. Mais ça dépend vraiment de qui nous sommes et où on se trouve dans notre cheminement. Est-ce que ça fait du sens de perdre du poids présentement ou est-ce qu'on a besoin de prendre du poids? Alors, il faut parler de choses. Alors, par exemple, c'est une question d'alimentation. Une question, Salvatore, à quelle heure on dit chez toi parce que j'ai faim? Ou quelqu'un qui va cuisiner pour moi, c'est super ça. Mais lorsque vous sortez
à manger. Et on est allé au restaurant grec, puis et je m'attendais à trouver quelque chose, mais il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de sel. Alors, je pense que je mangeais un burger. Alors, il a dit, ben, je vais manger des frites, mais pas de sel sur les frites. Alors, je vais manger le hamburger avec le pain, vous mangez les frites. Mais je voulais plus, je mangeais les frites et je préférais manger les frites au lieu de manger du pain. Alors, c'est pour ça que c'était correct. Alors, j'avais mangé la viande, la laitue, et peut-être je mangeais un quart, une moitié des frites. Alors, c'est toute une question de compromis et comment on gère la situation. Et même sur cela, il y a les effets secondaires. Alors, par exemple, avec les grèves, le grève, ça a une incidence sur le visage. Yeah, I have green face too. Me too. Oui, on voyait c'est un effet secondaire que c'est très difficile lorsque vous recevez votre greffe. Et je sais que les individus ne me reconnaissent pas juste à temps que je prenais la parole. Et après, ils se rendaient compte que c'était ça dit. Mais c'est difficile. Alors, Charlene, je crois que vous n'avez pas vécu cela. Alors, ça dépend des effets secondaires et tout cela. On va passer maintenant à la prochaine question pour Mason. Alors, avant cela, si vos auditoires aimeraient envoyer des questions, n'hésitez pas à nous faire part de ces questions dans la fonctionnalité des questions et réponses et on va pouvoir y répondre sous peu. Alors, Mason, comment avez-vous décidé en tant que jeune adulte de la méthode de dialyse que vous souhaitez utiliser compte tenu de vos autres problèmes de santé du type d'accès à la dialyse? Et cela tout en prenant en considération que vous avez une trentaine d'années. Alors, j'étais à l'école pendant 9 ans, ça m'a pris du temps. Alors, j'ai passé à travers ce processus pendant ma première année d'enseignement. Alors, lorsque j'étais diagnostiquée, c'était ce premier été, suite à ma première année d'enseignement. Et puis après, ils m'ont dit, ben, vous avez justement une insuffisance rénale, et vous pouvez la fistula, d'été, entre autres, puis je ne connaissais rien à propos de ces options aussi. Je ne connaissais rien à propos de la maladie en soi. Alors, je connaissais le terme dialyse, mais rien d'autre. Alors, par la suite, quelles sont les différentes limitations concernant chacun de ces traitements? Parce que, par exemple, je veux rien qui sorte de mon corps. J'ai 28 ans, je veux pouvoir aller à la plage et pas me sentir comme les gens sont en train de me regarder à cause d'un tube que j'ai ou qui sort de mon corps. Mais il y a aussi toute la question, j'avais une peur accrue des aiguilles parce que je ne voulais pas faire la fistule trois fois par semaine. Mais à travers le processus de IRC, je faisais beaucoup de différentes analyses sanguines. Alors, c'était toute une question des restrictions. Alors, je suis en train de regarder les limitations alimentaires. Qu'est-ce qui me permet de manger plus? C'est l'hémodialyse ou l'autre option? Puis après, c'était des limitations d'activité. Alors, la douche, par exemple, j'ai parlé à d'autres patients qui ont la ligne centrale et ils détestent cela. Puis ils ont tellement hâte d'avoir une fistula, justement, qu'ils sont en train d'avoir ce genre de traitement parce que tout l'aspect de la douche, le fait qu'ils ne sont pas capables d'aller se baigner ou de se mouiller. Alors, je ne connais pas beaucoup sur la ligne centrale, mais je sais qu'il y a beaucoup de limitations. Un petit peu plus pour le DP, mais beaucoup moins que les gens qui ont un fistula. Alors, par exemple, je peux aller nager dans un lac si je veux. Mais à cause de la COVID, je ne peux pas me déplacer dans le nord. Ils ne vont pas m'accepter en tant qu'un voyageur avec dialyse, qui est assez frustrant. Mais je suis ravie de la décision que j'ai prise de choisir la fistula. Et depuis ce moment-là, j'ai attendu juste à temps que j'avais des symptômes pour pouvoir commencer la dialyse. Mais alors, les symptômes ne se sont jamais présentés, que c'est une bonne chose et une mauvaise chose. Alors, j'ai commencé la dialyse cette année au mois de janvier. Et au mois de février, j'ai été transférée à le programme d'hémodialyse à la maison. Alors,
j'ai pas terminé le programme pour des autres raisons, que c'est une histoire plus étoffée. Mais une des bonnes choses qui est ressortie de cela, c'est que j'ai appris à faire mes propres aiguilles. Alors maintenant, ça fait 2 ans que j'ai passé d'avoir cette crainte d'aiguille, que directement, je tombais inconscient, mais maintenant, je suis capable d'utiliser, tu sais, c'est comme les aiguilles de 50 à chaque fois que les infirmières me voient, je ne peux pas imaginer comment vous êtes en train de faire cela parce que moi, je pouvais même, je peux même pas faire ça, puis je suis une infirmière. Et maintenant, je fais aussi je fais juste une technique qui s'appelle buttonhole. Alors, vous enlevez justement la croûte et vous êtes capable juste de passer l'aiguille. Alors, il n'y a pas de. C'est vraiment la meilleure expérience que je pourrais demander pour l'hémodialyse. Oui, je suis d'accord avec ça. Je fais aussi cette méthode. Alors, utiliser de le faire soi-même. Ça fait toute la différence pour votre propre soin et en train de travailler en tant qu'équipe avec votre équipe médicale. Puis ça fonctionne. Est-ce qu'il y a d'autres perspectives que quelqu'un aimerait partager avec nous? Alors, je ne me rappelle pas exactement. Alors, j'étais sur le TB et je ne sais pas comment ça a été choisi. Je crois que ça a été choisi pour moi. Et je suis contente que cela a été choisi pour moi, étant donné que j'étais à l'école et que je travaille aussi. Alors, c'était super parce que je pouvais me déplacer avec cela. Je suis désolée d'entendre que vous ne pouvez pas vous déplacer présentement à Mason, mais moi, j'ai eu la chance de me déplacer, de voyager. J'ai pu voyager en Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a expédié mon équipement. Ça a été arrivé 1 mois avant que j'arrive. Alors, ma tante l'a mis dans un lieu sécuritaire. Alors que je suis arrivée, j'ai juste fait une inspection pour m'assurer que avant que j'arrive, elle m'envoie des vidéos pour m'assurer que tout était bien, qu'il n'y avait rien qui ne fonctionnait pas. Alors, j'ai pris aussi quelques sacs au cas où et tout a bien fonctionné. Et ça, c'est la flexibilité de la dialyse, que malgré qu'est-ce que vous choisissez, vous pouvez le voyager avec de manière sécuritaire, de manière efficace. Et avec le TB, ils s'en vont en fond, ils s'en vont faire du camping, ils s'en vont à la pêche. On a des patients qui prennent leur DP puis ils vont faire la dialyse, qui c'est super. Et c'est vraiment prendre charge de l'histoire et vous permettez de prendre contrôle de la situation et pas la maladie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres perspectives que vous aimeriez partager? Alors, pour moi, lorsque j'ai commencé la dialyse, les professionnels de la santé m'ont dit que l'hémodialyse était la meilleure option. Alors, j'avais une ligne à l'époque, mais c'est la fois que j'avais la fistula, mais mon corps, pour une raison ou une autre, j'ai des super veines et ça est devenu trop gros que justement ça a eu une incidence sur mon cœur. Alors, l'année dernière, ça a été enlevé parce que c'est vraiment comme un serpent dans mon bras parce que c'était énorme. Alors, concernant justement la méthode buttonhole, alors je suis ravie que vous pouvez l'utiliser, mais pour moi, ils m'ont pas encouragé de le faire. Alors, chaque unité de santé est différente. Maintenant, je suis en train de faire mes dialyse à la maison, j'ai un cathéter et pour moi, j'adore ça. Si j'aurais su qu'est-ce que je savais présentement concernant les cathéters, j'aurais choisi cela. Maintenant, il y a des protections qui sont en place. La natation, la nage, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce n'est pas une incidence pour moi. Je me déplace toujours. Mais avec le cathéter, tel que mentionné, il faut juste trouver des façons de vivre avec et il faut vraiment prendre contrôle et en permettre que la dialyse contrôle votre. Alors, l'aspect de la nage, je suis allée nager pendant longtemps depuis que l'insertion de EDP en 2013. Alors, je suis allée nager pour la première fois cette année. C'était bizarre, j'étais nerveuse, mais c'était super. Il y a des patients, justement, qui vont prendre des sacs, qui leur mettent
par-dessus leur ligne principale. Et je vois que un des participants est en train de mentionner cela dans la boîte de clavardage. Alors, c'est une manière juste de pouvoir profiter de la nage, mais consultez votre équipe pour s'assurer que c'est sécuritaire pour vous, mais chaque accès à la dialyse, à chaque type d'analyse fonctionne différemment pour chaque patient. Alors, qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour vous? Peut-être ne fonctionne pas pour quelqu'un d'autre. Alors, c'est une question de l'essayer. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez changer. Il faut juste trouver la solution qui fonctionne pour vous, pour votre équipe. Il y a différentes solutions en place et c'est pour ça qu'il y a différentes options qui existent. Alors, pour ceux qui considèrent, qui sont en train de considérer ces options, peut-être je pourrais vous justement, vous pouvez voir justement, c'est pas trop pire, vous pouvez voir ici sur l'écran. Ça varie des chirurgies. Des fois, ça va être un petit peu plus libre, mais c'est pas trop choquant. Alors, si c'est quelque chose que vous considérez, regardez différentes photos. Demandez à différents groupes si les gens sont confortables à démontrer. Commencez, voir aussi au sein de votre unité de dialyse communautaire, s'il y a quelqu'un qui pourrait vous la montrer ou en parler avec votre médecin. Alors, tel que mentionné par Massine, parlez à vos équipes, parlez aux gens pour voir si vous pouvez le voir directement entre nos patients. Alors, ça m'amène à mon autre question. En tant que jeune adulte célibataire et sur la scène des rencontres, il y a la crainte que l'insuffisance rénale soit un signal d'alarme pour les autres, pour sortir avec une personne atteinte d'une maladie chronique ou même pour fonder une famille, compte tenu de la génétique. Comment avez-vous abordé ce sujet lors de vos rendez-vous? Ou pour ceux qui, par exemple, qui ont des partenaires, comment vous gérez cette situation? Alors, je suis ça fait déjà 10 ans que je fais que je cherche des individus en ligne ou je fais la rencontre en ligne, mais c'est toujours été un point difficile pour moi de parler de ma santé. Alors, j'avais toujours cette question. À quel moment je parle de cette perte de vision? Parce qu'à moins que je le mentionne, les gens ne vont pas se rendre compte. Alors, des fois, je vais le mentionner, des fois, j'entends plus de leur part. Mais là, que je suis habituée à cette perte de vision et cette insuffisance rénale, c'est le même processus à nouveau. Alors, je garde cette information à moi-même. J'attends que je rencontre quelqu'un, mais maintenant, j'ai cette cicatrice sur mon bras puis cette bosse sur mon bras. Alors, je veux pas que ce soit un choc. Lorsqu'ils me rencontrent pour la première fois, ils se demandaient c'est quoi cette affaire-là. Alors, c'est de trouver cet équilibre juste. Alors, lorsque je suis sortie la première fois avec un individu et la première fois que j'ai eu la chirurgie, c'était au mois d'août de 2020 et je sais pas je pense que ça faisait peut-être 1 an que je voyais personne. J'étais vraiment dans mon appartement tout seul. J'étais en quarantaine complète. Peut-être mes parents sont venus me visiter suite à la chirurgie, mais je voyais personne. Mais peut-être 1 an plus tard, je suis sortie justement pour la première fois et il faisait super beau à l'extérieur. Et j'avais rien porté parce que j'avais des shorts et je pouvais pas porter une chemise parce que je veux pas que cette personne voit tout de suite qu'elle sache tout au courant. J'aimerais juste la connaître un petit peu plus avant de partager cette information. Alors, j'ai commencé à porter justement une chemise et la fille, qu'est-ce qu'elle me demandait? Je suis vraiment alors, c'est un petit peu bizarre. Une chemise avec des pantalons courts, c'est un petit peu bizarre, mais je vais t'expliquer pourquoi. La raison, parce que je suis atteinte d'une insuffisance rénale il y a 1 an, j'ai eu la chirurgie. Et ça, c'est mon premier rendez-vous depuis cette chirurgie. Alors, je ne savais pas comment vous allez réagir. Alors, j'ai montré ma cicatrice, puis elle n'avait pas d'enjeu, ça ne l'a pas étonnée. Parce que à cause c'est une manière d'aborder différents sujets. Alors, je me suis mis en contact avec tous les individus que j'ai rencontrés au cours des différents 2 ans. Et maintenant, je suis en train de faire cette présentation pour les individus qui ont des enjeux corporels
et concernant comment sortir. Alors, je voulais savoir votre perspective et j'espère que vous pouvez être honnête. Comment est-ce que vous avez ressenti que j'étais atteinte d'une insuffisance rénale, que j'avais les cicatrices, que j'avais ces fistulas, qu'il y avait justement ce bruit ou cette vibration si vous allez le toucher. Alors, comment cela va vous faire ressentir? Alors, j'ai demandé tout le monde avec qui j'avais sorti et chaque individu m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il y en a qui des individus, ils m'ont enlevé comme ami, mais c'est pour différentes raisons, mais ils m'appuyaient. Certaines personnes m'ont même dit que Yeah. non seulement ça ne les dérangeait pas, mais c'était une façon de briser la glace. Bon, ce n'est pas une conversation typique. Lorsqu'on sort avec quelqu'un qui, bon, on n'a pas besoin de parler de la couleur, de la météo, on peut parler de choses plus importantes, comme les problèmes de santé graves. Bon, et toutes les choses plates dont les gens discutent lorsqu'ils sortent avec quelqu'un. C'est un genre de conversation qu'elle n'avait jamais vécu auparavant. Bon, pour les gens qui sortent souvent, vous allez peut-être savoir que, bon, c'est le premier contact lorsqu'on essaie de sortir avec une fille, c'est toujours briser la glace qui est difficile. Alors, c'est une excellente façon de briser la glace. Bon, et dire, hey, j'ai une grosse patente sur le bras, là, et tu peux toucher comment on se sent d'avoir cette bosse sur le bras ou de sentir. Et ça brise cet obstacle du premier toucher. Alors, on peut transformer ça en quelque chose de positif. Et c'est ce que j'ai appris comme étant la leçon la plus importante à propos de ma vie lorsque j'ai passé au travers de cette perte de la cécité, la défaillance rénale. C'est de vraiment se concentrer sur les aspects positifs de la vie, de se concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler, comme on parlait avec les accès différents. Vous pouvez contrôler, vous pouvez choisir quel accès vous voulez. Vous pouvez choisir si vous voulez faire une greffe ou pas. Toutes ces choses-là, vous pouvez choisir. Et il y a des choses que vous ne contrôlez pas, ben, vous ne les contrôlez pas. Et il faut accepter les choses que vous ne pouvez pas contrôler et vous concentrer sur les autres aspects. Bien dit. Alors, il nous reste seulement le temps pour une autre question et ensuite, on a beaucoup de questions envoyées par l'auditoire. Alors, passer à une question finale. En tant que patient du rein, eu des médicaments d'immunosuppression pendant l'année, avez-vous des problèmes avec des bosses, des cancers de la peau et quel impact cela a-t-il sur votre vie à l'avenir? Alors, pour moi, avant d'avoir ma première greffe, mais ma seule greffe, là, je n'avais jamais eu. Bon, ma peau était parfaite, mais ensuite, avec les médicaments immunosupprimants, bon, c'est l'Imuran et prednisone pendant 36 ans lorsque j'ai eu ma greffe et j'ai développé toutes sortes de verrues et de blessures sur ma peau. Et honnêtement, étant un jeune homme à ce moment-là, ça a eu un gros impact sur moi. Et pour revenir à ce que Mason disait à propos de sortir avec les filles, là, cela a eu un impact. Bon, les gens avec qui je sortais, ils me disaient, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe là? J'ai rencontré un homme merveilleux, maintenant c'est mon mari. Et même lui a été honnête. Eh bien, lorsque j'ai vu ces bosses-là, moi, j'étais préoccupé, mais parce que bon, il a pu me connaître moi. Et c'est ce que je veux dire aux gens. Bon. Et Mason, c'est bien que tu aies eu des expériences merveilleuses lorsque tu as sorti avec des filles, mais cela montre qui vous êtes en tant que personne. Et même si vous avez des bosses sur la peau, des grains de beauté, et parfois j'avais le cancer de la peau qui ont été enlevés, cela ne définit pas votre personne. Et les gens que vous avez rencontrés dans la vie, si vous voulez les avoir comme partenaire de la vie, ils doivent vous accepter comme vous l'êtes. Et la façon dont je gère ça, ces problèmes de peau, c'est que soit que j'ai ces choses sur la peau, ou soit j'ai pas ma greffe parce que je devais prendre les médicaments pour ne pas rejeter la greffe. Alors, c'était un ou l'autre. Et c'est difficile parfois, oui, parce que, bon, j'ai encore ces problèmes-là, mais si je dois choisir, je vais avoir une greffe. Je préfère avoir la greffe et ne pas avoir d'avoir les problèmes de peau. Et malheureusement, l'insuffisance rénale n'est pas visible pour ce qui est de notre cheminement. On cache beaucoup de ces choses-là. Bon, notre fatigue, on peut la cacher. Bon, certaines douleurs chroniques, on peut la cacher. Mais d'avoir des aspects visibles, bon, les effets secondaires visibles, ça, c'est dur. Oui, absolument. Nous, on veut s'assurer qu'on soit bien à l'intérieur et à l'extérieur. Bon, la perte de cheveux, le gain de poids, toutes les choses dont on a parlé, ce sont des choses qu'on peut comme un peu contrôler, mais ensuite cacher ça. On peut par exemple se raser la tête, mais en fin de compte, ce que vous vivez, Salvatore,
c'est très difficile et c'est visible. Et c'est vous qui reprenez, qui vous appropriez de ce défi pour en faire quelque chose de nouveau. Alors, merci beaucoup, oui. Alors, en fait, on va aller à la question de Wendy et ensuite, on va aller à la question-réponse si on a le temps. Alors, Wendy et tous les autres, lorsque tu as été diagnostiqué, toi, c'était à 26 ans, avec la défense rénale et ensuite le lupus, et on vous a donné beaucoup de prednisone. Quel impact cela a-t-il eu sur votre corps? Bon, est-ce que ensuite on pourra faire parler Salvatore et Charlene, mais eh bien, moi, au début, lorsque on m'a mis sur la prednisone, mon médecin m'a prescrit une dose très élevée, 80 mg, et une des choses qu'il m'a dit, c'est que faites bien attention avec la prednisone parce que vous allez prendre du poids. À ce moment-là, j'étais 120 livres. J'étais maigre, c'est pas grave, je mange beaucoup et je prends pas de poids, alors je ne vais pas m'inquiéter de ça. En l'espace de 3 mois, j'ai pris 50 livres et mon poids a explosé. Alors, d'être si petite et de prendre 50 livres rapidement, j'ai eu beaucoup de marques cicatrices sur ma peau. Et c'était très difficile pour moi au début parce que, bon, je ne peux pas aller à la plage et dans un bikini. Bon, il faut que je porte des costumes de bain. Que je ne peux pas porter des vêtements qui montrent mon estomac, alors il faut que je porte toutes des choses avec des manches longues, ou en tout cas qui descendent au moins jusqu'à aux hanches. Et une des choses que je détestais beaucoup, c'est que j'ai eu des marques aussi sur mes pieds. Alors, lorsque je portais des sandales ou des choses comme ça, qui étaient ouvertes, on pouvait voir des marques sur ma peau. Et les gens me regardaient, c'était quoi ça? Et je devais leur expliquer ce que c'était. Même parfois, les gens me demandaient, ah, bien, tu as des enfants? À cause des marques sur ma peau. Et je devais dire non, non. À ce moment-là, je n'avais pas d'enfant. Alors, je disais non, c'est juste des marques sur la peau. Et j'arrêtais là. Je ne voulais pas trop m'expliquer. Alors, ça a été très difficile de ce point de vue-là. Et ensuite, j'ai fini par reperdre le poids. Mais bien entendu, les marques sur la peau sont restées. C'était vraiment dans mon corps. Bon, j'imagine que vous savez aussi qu'est-ce que c'est, mais plus c'est profond, plus c'est noir. En tout cas, plus c'est sombre, au moins pour le ton de ma peau. Alors, c'était très difficile. Et aussi, avec Salvatore, bon, les marques et les verrues et les grains de beauté, moi, j'ai fini par avoir des points noirs partout mon corps, de mes hanches jusqu'à ma tête. Tous des points noirs partout. Et ça, c'était très difficile pour moi aussi. Alors, ça a été long. À ce moment-là, c'était comme une chose arrivait, une autre chose me tombait dessus. Alors, ça n'arrêtait pas, c'était un feu roulant de problèmes. À un moment donné, je pleurais, je me disais, bon, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ça se passe pour moi? Quand est-ce que ça va se terminer? Je ne peux plus en prendre. Parfois, je fermais mon téléphone et je regardais la télévision à la maison et je ne parlais pas à personne parce que j'étais très déprimé. Et c'est correct d'avoir ces émotions-là aussi. Bon, les jours où on se sent triste ou fâché, parce que aucun d'entre nous n'était prêt pour cela. Mais c'est comment on traite ces émotions-là et qu'on transforme ça en expérience d'apprentissage. Et ensuite, de profiter les autres de vos leçons suite à ce que vous avez subi. Alors, oui, mon listerie, des vergetures, moi aussi, j'en ai partout. Et en tant que jeune adulte, avoir ces marques-là, c'est difficile. Oui, oui, je te comprends bien. D'autres commentaires avant qu'on passe aux questions de l'auditoire? Non? OK. Bon, alors, on a beaucoup de questions de l'auditoire et continuez de les envoyer. Je m'excuse si on n'y répond pas toutes, mais vous pouvez toujours envoyer les questions à kidney.ca pour poser d'autres questions à nos panélistes, puis les envoyer par courrier électronique. Mais c'est un peu de quoi a l'air nos groupes virtuels de soutien. Alors, si vous voulez vous joindre à nos groupes de soutien virtuels, ça ressemble à peu près à ce qu'on fait en ce moment. Et c'est une excellente façon de parler de ces sujets dans un format ouvert. C'est confidentiel, c'est sécuritaire. Alors, vérifiez ça sur notre site web, kidney.ca. Et passons à la première question de l'auditoire. Alors, une question est, en tant que travailleur social qui travaille dans une clinique, j'ai parlé de certains dossiers avec les patients pour donner aux patients une idée de ce qui pourrait se produire. Et en faisant cela, j'ai fait peur. J'ai fait peur à certains de ces patients. Une personne m'a dit, ah bon, maintenant, j'ai une autre chose qui va m'inquiéter. Est-ce que vous avez des suggestions sur comment aborder ça pour pas causer de stress supplémentaire aux patients? Oui, alors je vais tenter d'y répondre. Moi, j'ai eu beaucoup de frustration avec les travailleurs sociaux pour la raison opposée, parce qu'elles ne voulaient pas me parler des choses comme ça. Même chose avec les médecins. Bon, c'était souvent à moi qui devais faire toutes mes recherches. Et si ensuite je trouvais des problèmes,
je pouvais parler de comment je me sentais avec ça, mais eux ne voulaient pas me parler de toutes ces choses épouvantables. Et moi, je me disais, non, non, je veux le savoir. Je veux savoir toutes les choses qui sont épeurantes, je veux connaître les risques, je veux savoir ce qui va m'arriver, je veux savoir à quoi m'attendre, pas juste les petits symptômes de base quand je vais commencer la dialyse, mais toutes les autres choses aussi. Je veux entendre les mauvaises nouvelles. Et c'était très frustrant parce que personne dans les soins de santé ne voulait me donner les réponses que je cherchais. Et surtout avec les travailleurs sociaux, j'ai eu beaucoup de problèmes. Bon, à chaque fois que il faisait juste de l'écoute active, si on peut dire, et il ne s'occupait pas vraiment de moi. Mason, Alors, ce que ça veut dire, Mason, conseil donnerais-tu aux travailleurs sociaux? L'option. Non, alors pose la question aux patients. Bon, typiquement, il y a deux méthodes pour savoir comment les gens pourraient potentiellement réagir, même s'il y a toutes sortes de réactions différentes. Combien d'informations veux-tu? Veux-tu que je te donne l'information qui va te faire peur ou est-ce que tu préfères que je te donne juste le minimum d'informations? Et laisser le patient décider combien d'informations il veut recevoir. Oui, Louise? En fait, je voulais juste dire que si le travailleur social parle à quelqu'un qui s'inquiète de ceci, le travailleur social peut aussi suggérer de contacter la Fondation du Rhin et dire, eh bien, eux, ils ont un soutien personnel si tu veux parler à quelqu'un qui a vécu ce que tu vas vivre pour leur donner une idée de ce qui va vraiment se passer. Bon, qu'on soit au début du cheminement du rein ou sur la dialyse ou qu'on attend une grève, les options sont là. Si les gens y veulent. Moi, ma travailleuse sociale l'avait fait. Alors, Charlene, toi, lorsque tu as été diagnostiqué, comment est-ce que tu voulais recevoir ce type d'information? Je pense que son image est gelée. Bon, on va passer la question à quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter pour cette question? Eh bien, moi, malheureusement, ou heureusement, j'ai une excellente travailleuse sociale. Alors, moi, la façon dont je voyais ça, c'est que je suis arrivé à la table avec l'esprit ouvert, que ce soit des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles. J'avais toujours un esprit ouvert et parfois, ce que je faisais avant d'y aller, c'est que je cherchais des choses sur Google. Je sais que c'est la pire chose à faire, là, mais je faisais un petit peu de recherche avec Google juste pour voir quelles seraient les possibilités, là, qu'est-ce qu'il pourrait me dire s'il allait me dire, eh bien, tu dois faire ceci ou cela, ou si j'étais triste ou heureuse. Bon, j'y réfléchissais et j'essayais de ne pas laisser ces choses-là avoir trop d'influence sur moi. Je ne sais pas si c'est une bonne réaction, mais c'est ce que je faisais. Pour continuer avec votre proposition, si les gens veulent faire des recherches, utilisez le Google. C'est pas le médecin, mais c'est une bonne manière de faire une recherche pour des cliniques aux différents hôpitaux qui sont disponibles au Canada. C'est des bonnes ressources d'information. Mais qu'est-ce que je fais? Lorsqu'ils m'offraient les renseignements, je faisais un petit peu de recherche de mon côté. Et par la suite, j'avais les renseignements nécessaires pour pouvoir poser des questions éclairées à l'équipe Renault. Et des fois, c'est difficile de déterminer quelles sont les bonnes questions à poser. Alors, des fois, lorsque vous parlez à vos pairs, peut-être vous offrir ces perspectives, alors vous pouvez poser ces questions ou ces questions-là, et ils vont vous aider à naviguer la conjoncture. Alors, on va passer à la prochaine question. Il y a quelqu'un qui nous a demandé s'il y a des thérapeutes ou des spécialistes en conseil qui peuvent vous offrir des soutiens pour les individus qui sont atteints d'une insuffisance rénale chronique. Parce que justement, leur médecin actuel n'est pas capable d'offrir les soutiens nécessaires. Alors, par exemple, il y a des thérapeutes qui travaillent directement avec les travailleuses sociales. Alors, je sais qu'à un moment donné, lorsque qui justement était en train d'enlever, je pense que j'ai rencontré un thérapeute 2 fois et c'était tout. Je pense que je l'ai parlé ces 2 fois-là et c'est tout. Ça a aidé, mais pas assez pour m'inviter à revenir. Et même si vous mettez en contact avec votre travailleur au travail social, peut-être je peux vous référer à un conseiller, un thérapeute qui comprenne une condition chronique. Alors, s'ils ont les ressources nécessaires, ça va vous aider à naviguer ou les questions que vous pourrez avoir. Alors, mais si cet individu n'a pas la connaissance ni l'expérience, ça devient une session un petit peu plus difficile. Alors, on a une question pour Mason. Il y a un autre participant qui se joint à nous. C'est un professeur aussi. Il est en train de demander est-ce que vous êtes ouvert avec vos patients, avec vos élèves, leurs parents et vos collègues. Concernant votre maladie, j'ai dit absolument 100%. Je crois que c'est important d'être ouvert. J'ai cru que ça a aidé.
j'avais pas grand-chose à dire avant mon diagnostic, mais justement que ça a été diagnostiqué au même moment de la COVID-19, j'ai pas vécu cette expérience dans la salle juste à temps au printemps. Alors, il y a plus d'enjeux de prise de gestion dans les classes. Alors, les enfants enlevaient leur masque, ils s'en foutaient un petit peu plus, mais à cause que j'étais ouvert, et voici la raison parce que je porte un masque spécial, le N95, et la raison pour laquelle je suis cicatrice, et je peux les partager avec eux mon expérience. Je les ai expliqué qu'est-ce que c'était la dialyse. J'ai répondu à leurs questions. Alors, tous mes élèves, ils faisaient attention et ils lavaient leurs mains. Alors, c'est quelque chose qu'ils ne faisaient pas dans d'autres cours. Ils gardaient leur masque sur leur visage. Il y avait un individu, justement, qui était la personne qui ne respectait pas les règles, mais justement, il demande d'avoir sa propre boîte de masque à cause de la situation que je l'avais expliqué, l'incidence que cela peut avoir sur les individus, même si ce n'est pas capable de le voir, mais ça peut, la façon dont les individus peuvent être affectés. Alors, juste pour revenir à Charlene, là, quand vous êtes de retour, alors vous-même, comment est-ce que vous avez été capable de partager et d'informer vos parents et vos pères et de la maladie? Alors, comme je suis née avec la maladie, ils étaient au courant, mais c'était un processus avec mes amis. Qu'est-ce que je choisissais de partager avec eux? Surtout, juste cette feeling de vos amis les plus proches, vos connaissances. Alors, je crois que partager mes amis les plus proches, c'était la partie la plus difficile, mais aussi la plus facile en même temps, parce que je savais qu'ils n'allaient pas me juger et à cause de la façon qu'ils sont, parce qu'ils sont là pour m'appuyer. Et lorsque je leur ai dit que je suis atteinte de la maladie du rein, j'ai besoin d'un greffe, j'ai besoin de prendre des médicaments, c'était assez libérateur de pouvoir partager avec eux cette partie de ma vie que je ne partage pas avec les autres. Et, et simplement avoir des gens présents et voici la maladie que j'ai, d'accord? Comment peux-je vous aider? Est-ce que vous voulez en parler? C'est quelque chose qui aide. Mais c'est oui, très rapidement. Juste une préoccupation que j'avais justement concernant les autres, les professeurs, aller regarder cette problématique. Par exemple, ma, les gens de l'administration m'ont aidé le plus. Ils m'ont soutenu au cours de la dernière année. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec nous et je vais pouvoir répondre à vos questions. All right. Moving on. Alors, maintenant, il nous reste 3 minutes avant de terminer. Alors, j'aimerais savoir comment les panélistes gèrent justement les vergetures, les cicatrices. Ça, c'est quelque chose qui ne se disparaît pas. C'est là pour la vie, surtout les vergetures. Est-ce que quelqu'un peut vous offrir une astuce? Comment on gère cela? Comment vous faites face à la situation? Oui, je pourrais vous en parler. Alors, j'ai eu 2 remplacements de hanches et j'ai eu le greffe par la suite. Alors, les cicatrices font partie de ma vie. Au début, c'était difficile parce que je ne veux pas utiliser le mot parfait, mais juste avait commencé d'être complètement sans bobo, puis tout d'un coup d'être coupé, tranché, avoir des cicatrices. Et à chaque fois que j'ai une nouvelle chirurgie, je considère ça comme de nouveaux arts. J'ai des tatous. Alors, je les considère comme un nouveau tatou. C'est la manière que j'envisage la situation et c'est la manière dont je suis capable de faire face à les cicatrices sur mon corps. Alors, c'est important justement que les individus, les gens vont vous regarder. Alors, c'est juste de faire de sa manière. Alors, il reste une question. Attention, c'est pour les femmes, les panélistes. Alors, Wendy, comme vous avez passé à travers cette situation, est-ce que vous avez eu des enjeux de fertilité à cause des médicaments? Non, moi, j'ai passé cet âge-là. Wendy? Non,
Pour longtemps, je pensais que je ne pouvais pas avoir d'enfants. Justement, j'ai rencontré mon mari il y a 4 ans déjà. Et maintenant, nous avons une petite fille de 10 mois. You had that to Et vous, clarify after ah, transplant. et ça, vous avez eu l'enfant suite au greffe. Oui, exactement. Et il n'y avait pas de complications. J'ai changé des médicaments. Il n'y avait pas vraiment de problématique. Tout s'est bien passé. Alors, je crois qu'on accorde le temps pour une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à arrêter le régime alimentaire parce que j'ai toujours envie pour des bonbons, etc., ou je suis allée manger de la dinde et du poulet. Ça, c'est difficile. Oui, je peux absolument répondre à cette question. Moi, j'adore toutes les sucreries. J'adore. Je mange aussi du cauliflower. J'essaie de remplacer le chocolat avec le cauliflower. Ça ne fonctionne pas tout le temps, mais c'est la meilleure chose que je peux faire. Mais j'ai le chocolat dans le frigidaire et des fois, je me permets cette gâterie. Alors, moi, avec mon régime alimentation, je suis tous les chiffres de chaque aliment que je consomme. J'ai même un fichier Excel. Alors, ça me donne les maths, mais pour les friandises, pour cette envie gourmande, alors voici, ça c'est un exemple de quelque chose que vous pouvez faire. Ça c'est un autre exemple. Ça c'est le gros sac de bonbons. Alors un quatrième ici. Et je vais juste déterminer un sac. Et chacun de ces sacs, c'est comme 2,5 kilos. Alors si vous avoir des gummy candy, je suis pas un patron, je cherche pas, vous ne me payez pas pour faire cela, mais il y a Wholesale Club, ils vendent des gros sacs de bonbons de 2,5 c'est à peu près 10 piastres, alors c'est une bonne valeur. Alors, Gummy Candy, c'est bon pour nous, c'est ça qu'on m'a dit, c'est ça que les diététiciens nous ont dit. Et je pense que c'est le meilleur prix que vous allez trouver sur le marché. Alors, est-ce qu'il y a d'autres dernières astuces, points que vous aimeriez partager? J'aimerais dire, alors, continuez avec votre vie, profitez de la vie, continuez à être fort et rappelez-vous que vous n'êtes pas tout seul. Vous pouvez avoir des différents soutiens de pairs disponibles à la Fondation du Rhin. On n'est pas tout seul, puis on est seul. Et alors, un gros merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Alors, on va juste aller à Craig et on remercie nos panélistes. Quelle belle session. Alors, j'aimerais dire que la Fondation du Rhin s'engage à fournir des renseignements, des ressources éducatives sur les reins et les maladies rénales. Nous vous invitons à visiter la cuisine communautaire du Rhin pour y trouver des recettes, des informations, des outils pour vous aider à gérer votre régime rénal, avec ou sans des bonbons. Par l'intermédiaire des antennes régionales, nous offrons des conseils et un soutien pour l'accès aux services de système de soins de santé. Et afin d'offrir des soutiens dans les communautés, et pour acquérir les compétences en matière de défense de leurs intérêts. Nous vous invitons à nous contacter si vous avez d'autres questions pour parler avec quelqu'un dans votre communauté pour avoir accès ou accéder à d'autres documents et ressources éducatives. Si vous souhaitez parler à un bénévole formé ou soutien par les pairs par l'intermédiaire de la Fondation du Rhin, veuillez nous envoyer un courriel. Je vais mettre l'adresse courriel dans la boîte de clavardage ou appelez le 1-800-387-4474. Alors, le 1-800-387-4474 pour rentrer en contact avec un coordinateur du programme afin de prendre d'autres dispositions. Vous pouvez également vous joindre à l'une de nos réunions de groupe de soutien virtuel pour rentrer en contact avec un groupe de patients et de donneurs vivants partout au pays. L'adresse courriel est le www.kidney.ca. Alors, Sadia, vous avez la parole. À la fin du webinaire, votre ordinateur s'ouvrira sur une nouvelle page. Vous demandez à répondre à notre enquête de satisfaction sur le webinaire. Vous recevrez également un courriel de suivi contenant un lien vers ce sondage si vous souhaitez y répondre ultérieurement. Vos commentaires sont importants pour nous aider à améliorer notre série de webinaires. Nous
nous vous serions reconnaissants de prendre un moment pour répondre. Alors, on aimerait vous remercier d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Alors, au nom de la Fondation canadienne du Rhin, de nos formidables partenaires patients, portez-vous bien et profitez de votre journée. Merci beaucoup.